L'année 2015 a fait face à plus d'1 million de migrants arrivés en Europe par la Méditerranée. Le chiffre s'est nettement réduit en 2016. L'Europe fait face à l'une des plus importantes crises migratoires de son histoire contemporaine. D'où viennent ces migrants ? Quelles sont les causes de ces migrations et comment y faire face? Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous l'aurez compris, vous êtes au JDS. Dans cette édition, nous parlerons de la crise migratoire en Europe, ses causes, ses conséquences et des solutions envisageables. Mais avant, faisons un tour en actualité chrétienne locale. Au Gabon, à Port-Gentil, les fidèles de la mission internationale Jésus qui guérit ont célébré l'anniversaire de leur père spirituel, l'évêque Dag Heward Mills. Plus de détails dans cet élément. Les fidèles de la mission internationale Jésus qui guérit ont célébré ce week-end un joyeux événement en honorant leur père et fondateur du dit ministère, l'évêque Dag Heward Mills, en célébrant son anniversaire. Après quelques mots dans la prière de remerciement pour les débuts de ces moments, c'est le ministre laïque L.M. Rachel qui a fait connaître la biographie de l'évêque. L'évêque Dag Heward Mills, singulièrement forgé par le feu de la parole de Dieu, a ses yeux brûlants avec une vision pour le corps du Christ. Il est un dynamique apôtre, évangéliste, pasteur, professeur et prophète. Il a commencé à tenir des réunions dans une salle de classe sur le campus qui logeait juste une poignée de personnes, alors que la fréquentation augmenta régulièrement. Elle a poursuivi son exposé par les œuvres et les fruits que porte le ministère de l'évêque Dag. Des millions d'exemplaires de la littérature de l'évêque Dag Heward Mills ont été publiés dans plusieurs langues, dont le français, l'espagnol, le portugais et le russe, et imprimés dans de nombreux pays. Son ministère à facettes multiples est arrivé jusque dans les prisons, touche les orphelins et les malades. Wow. Puis quelques témoignages des responsables des différentes branches de Port-Gentil ont exprimé leur gratitude à l'évêque Dag via son ministère à cette occasion. Et aujourd'hui, quand je me regarde, je suis pleine de reconnaissance en fait. Je suis pleine de reconnaissance. Et même le fait qu'aujourd'hui je serve le Seigneur, je suis née de nouveau aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est une personne qui a influencé ma vie positivement, qui a fait en sorte que je puisse m'engager dans le Seigneur. Il m'a boosté par ses messages et par ses livres. La célébration s'en est suivie par des prestations, danse, théâtre et louanges par les différentes chorales. Le pasteur Pascal s'est prêté au micro de Béni TV. God bless you so much for this wonderful vision that you have given to us, that we are following, running with. May God bless you and keep you for us. May God give you long life. Gabon churches, especially at Port-Gentil, are wishing you a wonderful and a blessed happy birthday. Terminons l'actualité locale avec la MAEV, mission apostolique. L'heure est venue à récompenser ses étudiants à la suite d'une formation à l'école de délivrance de discipolat et de ministère. La cérémonie a eu lieu le week-end pascal dans la commune de Cocody. Le week-end pascal a été marqué par plusieurs festivités dans le corps de Christ, au nombre desquelles la double cérémonie de la MAEV, mission apostolique l'heure est venue, qui a eu lieu le samedi 15 avril dernier. Ce sont une cérémonie de remise de diplôme des étudiants de la 5e promotion de l'EDDM, école de délivrance de discipolat et de ministère, et la dédicace de 2 nouvelles œuvres littéraires de l'apôtre Emeka David. C'est la parole que Dieu m'a donnée et dit je veux que tu suscites les hommes pour moi. Que je veux utiliser pour changer la face de l'Afrique. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que j'ai reçu ces paroles. Après 6 mois de formation, vraiment c'est un sentiment de joie qui m'anime. J'aimerais dire merci à l'Éternel pour l'opportunité qu'il m'a fait de faire partie de ces brillants étudiants. Parce que la Bible déclare dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Ce ministère apostolique qui a une mission pour libérer le peuple de Dieu, au-delà du peuple de Dieu, des familles, au-delà de la famille, des communautés, pour équiper, c'est-à-dire former et relâcher, libérer les gens dans la destinée. Nous sommes plus dans le domaine de délivrance,
délivrance individuelle, délivrance des familles, délivrance des communautés. Et Christ a ressuscité, la mort n'est pas pu les retenir captives. Que la bénédiction de sa résurrection soit votre partage. Prédication, louange, action de grâce et conseils à l'endroit de tous les récipiendaires ont meublé cette double cérémonie au sein de la Maève, rehaussée de la présence des parents, amis, connaissances et frères dans la foi. Revenons sur notre plateau, chers téléspectateurs. Nous sommes accompagnés de M. Jean Jaurès Tahabi. Il est le responsable du service société de la rédaction de Béni TV. Bienvenue, chers confrères. Merci. Que représente la migration dans le monde? Avant de rentrer dans le vif du sujet, regardons cet élément qui nous situe sur la migration. Chaque année dans le monde, des milliers de migrants meurent en tentant de franchir illégalement des frontières. En 2014, 2/3 des migrants qui sont morts ont péri en Méditerranée, la porte d'entrée vers l'Europe pour ceux qui fuient les conflits, les persécutions et la pauvreté, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. Le principal flux migratoire passe par la route centrale. Les demandeurs d'asile, en majorité originaires de Syrie ou d'Érythrée, transitent via la Libye pour atteindre l'Italie ou Malte. Environ 1500 personnes meurent chaque année en tentant de traverser la Méditerranée avec des bateaux de pêche surchargés ou des canots en caoutchouc affrétés par les trafiquants. Les migrants empruntant la route de l'Est viennent majoritairement de Syrie. Ils traversent la Turquie pour arriver dans l'Union européenne via la Grèce, le sud de la Bulgarie ou Chypre. La route de l'Ouest est couramment utilisée par les habitants du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne qui espèrent arriver en Espagne, en France ou en Italie. Certains embarquent clandestinement sur des ferries, d'autres tentent de franchir la frontière avec l'Espagne via les enclaves de Ceuta et Melilla. S'ils sont arrêtés par les autorités, les migrants risquent la prison, la déportation et même parfois de subir des violences. Ceux qui parviennent à bon port peuvent faire une demande d'asile. Monsieur Tahabi, des camps de réfugiés surabondent, des tragédies familiales. Quelles peuvent bien être les causes de cette crise migratoire? Quelles sont les causes de cette crise et quels sont les pays d'origine de ces migrants? Alors, vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de drames humains dans les familles, beaucoup de tragédies. Et tragédie, et je pense que c'est l'une des premières conséquences. Certainement, on va revenir là-dessus. Mais la première cause, la cause majeure, historique, si on peut employer ce terme, ce qualificatif, pour parler de la migration, c'est la recherche d'opportunités économiques meilleures. Les migrants quittent leur pays en général pour aller à la recherche d'opportunités économiques meilleures. Alors, dans ce cas-là, le déplacement ou le mouvement se fait de pays plus pauvres, d'endroits ou de lieux plus pauvres en opportunités économiques vers des pays ou des endroits plus riches ou plus favorables en opportunités économiques. Mais il y a aussi d'autres causes qui ne sont pas liées forcément à l'économie, et ces causes-là sont des causes qui forcent souvent à l'immigration ceux qui sont obligés de partir. On a la multiplication des conflits dans les pays. Ces temps-ci, on a remarqué et on a observé que sur certains continents, notamment sur le continent africain ou sur le continent asiatique, en Asie du Sud ou même au Moyen-Orient, on a eu la naissance de beaucoup de conflits. Et on a des conflits politiques, on a des conflits armés, et cela force normalement les uns et les autres à partir. Concernant les crises armées, il est clair que lorsque les armes commencent à crépiter, les populations ne peuvent pas rester sur place. Ces populations sont alors obligées d'aller vers d'autres cieux, essayer de sauver leur vie. Il y a aussi, en dehors des conflits armés, des crises politiques. On observe dans certains pays que, au lieu d'aboutir à des crises armées, on a souvent des conflits politiques, des crises politiques qui sont difficiles à régler. Et bien malheureusement, ces crises politiques vont de pair avec certaines situations ou certains faits qui poussent à l'immigration. On a par exemple les persécutions, les harcèlements, les persécutions qui sont basées sur la race, l'ethnie, la religion ou l'appartenance sociale ou l'appartenance politique. Raciale et voilà. Dans ce genre de cas, les populations sont obligées alors de partir. Voici bien quelques causes de l'immigration, quelques causes qui sont à l'origine de l'immigration dans le monde, sans oublier aussi les catastrophes naturelles. Il peut arriver qu'une catastrophe, un vent, une tornade ou même la sécheresse et la famine poussent des populations à s'exiler ailleurs.
Voilà, voici quelques causes, sans être exhaustif, voici quelques causes qu'on pourrait énumérer pour la migration. Mais on peut ajouter aussi qu'il y a des populations qui quittent leur pays pour aller dans les pays européens et qui ne sont pas dans les normes. Et comme ils ne veulent pas passer par, par les lois, ils se disent aller par la mer, c'est plus facile, c'est plus simple, puisqu'on ne remplit pas les conditions. Alors chers consoeurs, voici qui pose, et c'est là tout le problème. Il faut faire la différence entre la migration légale et la migration clandestine. Alors, les pays, chaque année, définissent des quotas de migrants qu'ils peuvent recevoir et qu'ils peuvent la prendre en charge. Et bien malheureusement, ces quotas ne sont pas souvent harmonisés, ou ces quotas ne répondent pas forcément aux besoins qui existent. Alors, ceux qui ne sont pas acceptés ou ceux qui savent qu'ils ne sont pas pris en compte sont bien obligés de passer par des moyens détournés pour accéder à ces pays qu'ils essaient de rejoindre. Et c'est là tout le problème, et c'est ce qui crée la crise que vit l'Europe. Parce qu'il faut le dire aussi, plus de la moitié, sinon près de 2/3 de ceux qui sortent, qui partent de chez eux, essaient quand même de rejoindre l'Europe. On voit qu'il y a beaucoup de conséquences créées par la migration. Et sur le continent européen qui est la cible, des réfugiés aussi quittent leur pays. Est-ce que les Européens eux-mêmes ne peuvent pas refuser l'accès à ces réfugiés-là? Alors, cela pose la question juridique. Cela pose une question juridique qui mérite d'être connue. Il faut le rappeler, il faut le dire. La Convention de Genève signée en juillet 1951 et aussi le protocole sur le statut des réfugiés signé en New York en 1967 oblige les pays signataires de ces différents textes à prendre en charge justement les réfugiés, à prendre en charge les demandeurs d'asile. Ils doivent, c'est une obligation pour ces pays. Quand on prend l'exemple spécifique de la France, la prise en charge des demandeurs d'asile ou des migrants est consignée dans la Constitution. Donc c'est une obligation constitutionnelle pour la France d'accueillir des migrants. Voyez-vous, sur ce plan-là, les pays européens il serait difficile pour ces pays-là de refuser catégoriquement de recevoir des migrants. Ce qu'ils font, c'est d'établir des quotas et essayer de ne pas aller au-delà de ces quotas-là, en tenant compte de leurs moyens et des économies qui sont concernées. D'accord. Chers téléspectateurs, nous vous proposons de regarder cette vidéo des conséquences de la migration en Europe. L'île grecque de Lesbos est comme un rocher au milieu de la mer, point d'ancrage pour des milliers de personnes désespérées qui fuient la guerre. Le pape François a voulu leur manifester sa proximité lors de ce voyage marqué par la tristesse, a-t-il dit aux journalistes pendant le vol vers Lesbos. Cette crise migratoire, c'est l'une des plus sérieuses catastrophes humanitaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Après avoir atterri à l'aéroport international de Mytilène, le pape a été accueilli par le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, qui a exprimé sa gratitude au pape pour son message contre la guerre et pour invoquer l'accueil dans un moment alors que d'autres responsables politiques construisent des barrières en Europe. Avec le patriarche de Constantinople Bartholomée et l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce Jérôme, les trois hommes sont partis pour le camp de réfugiés de Moria où 150 mineurs les attendaient. Dans cette zone où la mer est devenue ces dernières années un véritable cimetière, le pape a rencontré des centaines de personnes, serré des mains. Il a aussi admiré les dessins des enfants et écouté leurs histoires, des histoires douloureuses, d'incertitude, d'humiliation, des personnes qui ont dû faire face à des cœurs durs et des frontières fermées, mais aussi à certaines âmes généreuses qui ont accepté de les accueillir. L'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce a décrit la situation comme la banqueroute de l'humanité et de la société. Le pape François a quant à lui demandé une réaction digne face à ces situations de besoins tragiques et vraiment désespérés. La migration est un problème mondial, a poursuivi Bartholomée. Les conflits au Moyen-Orient qui sont à la racine de cette crise doivent pousser le monde à promouvoir la paix. Oggi ho voluto stare con voi e vorrei dirvi che non. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Questo è il messaggio che oggi desidero. Voici le message que je veux vous laisser aujourd'hui. Non perdete la speranza. Ne perdez pas l'espérance. Le plus grand don que nous puissions faire les uns aux autres, c'est l'amour. Un regard miséricordieux, une sollicitude portant à écouter et à comprendre,
un mot d'encouragement, une prière. Les trois responsables religions ont également signé une déclaration conjointe dans laquelle ils expriment leur gratitude pour la réponse généreuse du peuple grec malgré les difficultés économiques. Ils souhaitent la fin des conflits, ils appellent également à une réponse commune et concrète de la communauté internationale. Un large consensus international et un programme d'assistance sont d'une nécessité urgente pour soutenir le droit, pour défendre les droits humains fondamentaux dans cette situation insoutenable, pour protéger les minorités, pour combattre la traite et le trafic humain, pour éliminer les routes qui ne sont pas sûres, telles que celles à travers la mer Égée et toute la Méditerranée, et enfin pour développer les procédures de réinstallation sûres. Nous revenons sur notre plateau, nous sommes accompagnés de Jean Jaurès Tabi. Très chers confrères, nous venons de regarder cette vidéo. Que pensez-vous de ces conséquences et qu'est-ce qu'on peut dire des origines de ces migrants? Alors, les conséquences sont nombreuses, en partant des pertes en vies humaines. Je pense qu'on va revenir là-dessus si je ne m'abuse. Mais pour répondre à la dernière question concernant l'origine des migrants dans le monde, il faut dire que des axes ont été définis ou des pays, des provenances ont été soulignés par l'Organisation internationale de la migration, l'OIM. Et de façon générale, les migrants dans le monde, les migrants, qu'ils soient clandestins ou demandeurs d'asile, ces migrants-là viennent généralement de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. La moitié, quand on prend le cas de l'Europe, la moitié de ceux qui ont demandé asile en Europe en 2016 viennent du Moyen-Orient et de la Syrie, du Pakistan et de l'Afghanistan. Il y a beaucoup de conflits d'ailleurs. Voilà, justement, où il y a des conflits. On le sait, en Syrie actuellement, il y a une double guerre, une guerre, premièrement entre l'État syrien, le régime syrien en place, et des rebelles qui ne veulent plus entendre parler de ce régime-là, et d'autre part, entre le régime qui est appuyé par des partenaires internationaux et une organisation de l'État islamique. Alors voici autant de raisons qui expliquent pourquoi est-ce que beaucoup de migrants viennent de la Syrie. Et aussi, on a remarqué en 2016 qu'une part importante, de plus en plus de migrants viennent de l'Afrique. Parce que justement en Afrique, ces dernières années, beaucoup de conflits sont nés, que ce soit en Gambie avec le départ du pouvoir du président Yahya Jammeh, que ce soit en Côte d'Ivoire avec une crise post-électorale qui a fait beaucoup de mal, que ce soit en Centrafrique où la crise politico-militaire se fait encore sentir. Alors les Africains sont en train de monter dans le classement de ceux qui, de façon clandestine, sont au sujet ou candidats à l'immigration en Europe. Voilà. Alors la migration clandestine qui n'est justement pas budgétisée par les États d'accueil devient alors un poids économique pour ces pays. Pour l'Europe principalement, cela représente des millions de personnes à prendre en charge. Et pour faire dans les chiffres, je vais donner quelques indications pour faire dans les chiffres. Il faut dire que le budget de l'Europe consacré à la prise en charge de la migration a forcé une amélioration du budget global. Je prends le cas particulier de la Suède, par exemple. En Suède, les dépenses publiques qui sont consacrées à la prise en charge des migrants clandestins représentent 1% du PIB. Ça veut dire que c'est des milliards d'euros. En Allemagne, c'est 0,35% du PIB. Et sur le plan européen, de façon globale, cela représente 0,19% du PIB de toute l'Union européenne. Et dans les chiffres encore, sur l'année 2016, l'Union européenne a dû débourser 9,2 milliards d'euros pour justement prendre en charge les migrants illégaux. Ça représente des dépenses énormes et certains pays ne sont pas outillés, n'ont pas les ressources nécessaires pour faire face à de telles dépenses. Alors ça devient alors un véritable problème pour ces pays-là. On peut citer la Hongrie, la Turquie, qui sont ou même la Grèce, qui sont des portes d'entrée de la migration clandestine. Voilà, ça c'est la première conséquence. On a aussi une conséquence sociale. Lorsqu'une population avec des caractéristiques bien données se déplace en masse et se joint à une autre population qui a d'autres caractères, alors un jumelage va se faire. Est-ce que forcément
tout le monde, dans tous les pays, ou bien tous les peuples dans tous les pays, sont préparés, sont prêts à un tel jumelage. Un tel jumelage, ça crée souvent des frictions, ça crée souvent des altercations qu'on observe dans les pays, voilà, des attaques xénophobes, des attaques contre les migrants dans certains pays. Cela aussi fait partie des conséquences de la migration clandestine. Et on a aussi les morts. Cela, il ne faut pas l'occulter. Chaque semaine, c'est des centaines et des centaines de personnes qui périssent dans les eaux de la Méditerranée, venant principalement de l'Afrique pour l'Europe, ou voilà, du Moyen-Orient pour toujours l'Europe. Et ces pertes en vies humaines sont vraiment à déplorer, c'est à signaler. Et je pense que la sonnette d'alarme a été tirée. Il faut continuer de tirer sur la sonnette d'alarme pour que des solutions soient trouvées. Mais, chers consoeurs, la migration clandestine ou la migration autorisée n'a pas que des effets négatifs pour les pays d'accueil. Cela aussi peut être un bon point économique. Cela peut participer à la vitalité de l'économie des pays qui accueillent ces migrants. Par exemple, une étude du Fonds monétaire international a prouvé ou a dit ceci, que l'investissement fourni, l'investissement consenti par un pays pour la prise en charge des migrants, qu'ils soient clandestins ou officiels, est 7 fois moins que les retours sur investissement sur l'économie de ce pays. C'est-à-dire qu'un migrant apporte quelque chose à l'économie du pays qu'il accueille. Pour faire tout simple, on sait que les migrants ils ne trient pas. Par exemple, ils ne trient pas le travail. Le boulot, donc, du coup, ils se retrouvent à faire des travaux. Ils se trouvent dans des secteurs qui sont rejetés par les nationaux. En Europe, par exemple, les éboueurs sont pratiquement des étrangers. La prise en charge sociale ou l'aide, l'assistance aux personnes âgées, c'est les étrangers. Et cela fait un poids économique, cela fait un atout économique pour ces pays d'accueil. Et il y a aussi une conséquence démographique assez positive, c'est que dans certains pays de l'Europe, la population est très vieillissante. Dans certains villages du nord de l'Italie, par exemple, la population est vieillissante. Et l'arrivée massive de bras valides, de jeunes, va participer à redonner de la vitalité économique, de la vitalité même sociale à ces régions-là de l'Europe. Voici, la migration n'a pas que des conséquences négatives, elle peut aussi avoir des conséquences positives. Parlons de conséquences positives, regardez cet élément. Un terrain de foot et une salle de gym flambant neuf. Tout ceci n'aurait jamais été possible sans l'arrivée de dizaines de migrants à Sant'Alessio in Aspromonte. Car comme beaucoup de villages de Calabre, une des régions les plus pauvres d'Italie, ce petit bourg s'était vidé de ses habitants partis travailler au nord. En 2013, Sant'Alessio a décidé de faire partie d'un réseau d'accueil de migrants en mettant notamment à leur disposition des appartements. Depuis, des dizaines de personnes venues du Ghana, d'Irak ou encore du Nigeria ou du Mali sont passées par ce village. L'action que nous avons mise en œuvre est une action humaine et humanitaire. C'est la chose la plus importante. Ensuite, je ne cache pas que ce genre d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile a des retombées importantes. Il y a plus de vie dans le centre de notre petit village. Des retombées économiques aussi. En tout, 16 personnes ont trouvé un emploi dans le village lié à l'accueil de ces réfugiés. Cours de langue ou de menuiserie, Sant'Alessio a également pu garder un médecin et une école indispensables à sa survie. Un village à taille humaine, une chance également pour tous ces migrants souvent passés par de gros centres d'accueil d'urgence avant d'atterrir ici. Avant, quand j'étais dans le camp de Mineo, j'étais tout le temps inquiet. Trouver à manger était un problème. Si vous aviez besoin de médicaments, c'était un problème aussi. Ici, vous appelez, il y a le médecin. Les habitants voient d'un bon œil l'installation de ces migrants et parce qu'ils l'ont eux-mêmes souvent vécu, ils comprennent les difficultés du déracinement. Antonio Sacca a passé 54 ans loin de chez lui, à Turin, où il travaillait. Ils se comportent bien. Ce sont de braves gens. Si on a besoin de travailler la terre, on les appelle. Ils viennent et bien sûr on les rémunère. Ils se rendent utiles. L'État verse jusqu'à 45 € par jour et par personne. Sur ces 45 €, les migrants en touchent 4 par jour pour manger et un peu plus de 10 par semaine d'argent de poche.
Le reste paie les loyers, les salaires et les services. Une bouffée d'oxygène pour le sud de l'Italie. 4 villages à proximité de Sant'Alessio ont d'ailleurs décidé de suivre son exemple. De retour sur notre plateau du JDS, alors très chers confrères, suite à ces migrations qui accroissent chaque jour et en ce qui concerne un bon nombre de personnes, qu'est-ce qu'on peut donner comme solution? Alors chers confrères, les solutions, il ne faut pas les aborder de façon nationale. Du point de vue d'un État ou d'une région, je pense que les solutions à la migration clandestine dans le monde doivent être l'affaire de tout le monde, tous les États doivent s'y mettre. Mais on peut les définir. Alors, la première cause de la migration dans le monde, ce sont les conflits. Et je pense que les États doivent œuvrer à faire en sorte que ces conflits-là éclatent de moins en moins déjà, pour ne pas forcer les populations à s'exiler. Il faut aussi faire plus d'efforts pour la démocratisation des pays, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le Moyen-Orient ou en Asie du Sud. Je pense que plus d'efforts, plus de moyens pour la démocratisation serait un bon point, un bon facteur pour limiter ou endiguer la migration clandestine. Et les pays doivent collaborer. Je pense que des plateformes doivent être mises en place. Je pense que des consensus ou des contrats ou des ententes doivent être passés. Cela s'est fait en Europe entre l'Union européenne et la Turquie pour que les demandeurs d'asile qui sont déboutés soient renvoyés en Turquie. Je pense que le monde entier doit aussi penser à ce genre de solutions pour freiner la migration. Et je pense aussi qu'au niveau des pays d'accueil, il faut réfléchir au potentiel économique que représentent ces immigrés et essayer de voir dans quelle mesure les impliquer, les intégrer dans le pays, dans le tissu social et économique du pays. On a par exemple l'exemple des États-Unis ou du Canada qui ont de véritables systèmes qui marchent et qui arrivent à intégrer les étrangers qui rejoignent leur sol. Et on voit que ça marche bien, ce sont des économies qui marchent tout de même bien. Alors je pense que les autres États dans le monde, que ce soit en Afrique ou en Europe, doivent prendre l'exemple des États-Unis et du Canada et faire autant. Et la dernière solution, je pense qu'il faut œuvrer en faveur des jeunes, que ce soit en Afrique ou en Asie du Sud, ou sur tout le continent d'où sont issus les migrants, parce que de façon majoritaire, les migrants, ce sont les jeunes. Alors, des projets de développement, des projets d'entrepreneuriat en faveur des jeunes en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, je pense que cela va aider à freiner justement la migration clandestine. Mais je le répète et j'insiste là-dessus, la solution à la migration clandestine ne doit pas venir d'un seul État, ne doit pas venir d'une seule organisation. Quand un pays a de la volonté et de la bonne foi pour prendre en charge les migrants, les ressources sont énormes pour le faire. Il faut que ce soit une collaboration à une échelle plus grande pour parvenir à endiguer ce phénomène qui, bien malheureusement, endeuille toute la planète Terre. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce JDS. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien sur The Blessing Channel. À bientôt.